Donc déjà, bonjour à tous. Donc nous sommes, vous êtes 25 à participer à ce webinaire, donc de profils variés, des gens de collectivités, des gens des services de l'État ou du monde associatif également. Donc on est là pour une heure ensemble pour donc vous dévoiler un petit peu, vous expliquer comment à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes on prévoit la qualité de l'air. Si tu peux passer à la slide d'après. Voilà, donc pendant une heure, c'est Romain qui est là en photo, qui va vous présenter donc, comment se déroule la prévision chez nous. Donc Romain Vidot, prévisionniste de l'unité prévision et vigilance. Sophie Brigand sera chargée d'animer et de modérer ce webinaire. Elle prendra la parole juste après. Nicolas Vigier est là aussi donc responsable de l'unité prévision vigilance, et moi-même, donc Géraldine Guillot, responsable adjointe de cette même unité. Romain. Donc Sophie vous explique comment on va procéder. Oui, juste pour vous rappeler du coup que votre micro est en principe automatiquement coupé. On va fonctionner plus, on va dire, à l'écrit pour commencer. Donc Romain va faire sa présentation et au fur et à mesure, moi je vais récolter vos questions si vous en avez. Et on prendra vraiment un temps à la fin pour échanger et pour pouvoir répondre aux questions que vous avez pu faire. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé aussi en utilisant le chat. Et voilà, donc Romain va faire une demi-heure de présentation et à la fin, on discutera et vous pourrez poser vos questions. Le support qu'on a réalisé pour ce webinaire vous sera envoyé directement, ou pour les gens qui n'ont pas pu participer, il sera aussi envoyé avec l'enregistrement du webinaire. Donc voilà. Merci à tous, bonne présentation et à tout à l'heure pour les questions. Pour introduire le webinaire, du coup, on a sorti il y a peu, en fait, ce matin, c'est tout frais, c'est en avant-première, comme pour le Festival de Cannes. Romain s'est prêté à un exercice qui n'est pas toujours évident, c'est de nous présenter son métier en quelques minutes en une vidéo. Cette vidéo va rentrer dans une série qu'on va faire tout au long de l'année sur un peu les coulisses du métier de la qualité de l'air. Et donc là, on a commencé par les prévisionnistes, mais on essaiera de montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment on travaille au quotidien. Donc, je vous lance le lien. Si le son est bon, en principe, ce sera peut-être un peu saccadé, mais dans tous les cas, vous pourrez retrouver donc la vidéo sur notre chaîne YouTube Atmo Aura. Donc, je lance la vidéo. Soyez donc très prudents si vous prenez la route. Aujourd'hui, avec ce beau temps, vous êtes nombreux à aller prendre l'air, partir en week-end. Et tous ces trajets en voiture, avec les fortes chaleurs des derniers jours, eh bien, ça dégrade. Il faut juste s'assurer que les gens voient bien la vidéo, si j'ai bien partagé. Oui, oui. D'accord. Pardon. Romain, ça marche. Ouais. Si vous prenez la route aujourd'hui, avec ce beau temps, vous êtes nombreux à aller prendre l'air, partir en week-end. Et tous ces trajets en voiture, avec les fortes chaleurs des derniers jours, eh bien, ça dégrade la qualité de l'air. Le travail quotidien d'un prévisionniste le matin, c'est déjà d'appréhender la qualité de l'air qui a été mesurée la veille. Donc on regarde les mesures qui ont été faites pour juger de la prévision. Ensuite, on regarde si le modèle de qualité de l'air prévoit une qualité de l'air dégradée pour la journée. Et ensuite, si tout va bien, on diffuse la qualité de l'air, on la commente et elle est ensuite mise en ligne sur notre site internet. Il y a un petit enjeu d'arriver à comprendre ce qui se passe, un peu les phénomènes atmosphériques. Donc on fait partie d'une équipe, ça c'est très important. On est 9 prévisionnistes, toujours que 1 à faire la prévision quotidienne, mais on sait qu'on a 8 autres copains derrière soi, une équipe soudée. Les outils dont on se sert, c'est un outil de modélisation. Qui nous permet de créer une carte spatialisée de la pollution dans tous les endroits de la région pour appréhender la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire. Lorsque on va vers des épisodes de pollution, ces cas-là, c'est vrai qu'on alerte les autorités compétentes pour prévenir.
en cas de qualité de l'air dégradée. On aime à dire qu'il y a une expertise, connaissance de la réaction un petit peu des polluants dans l'air et en fonction des journées, des saisons. C'est vrai que la météo, elle influe beaucoup sur la prévision du jour, même s'il peut y avoir des phénomènes ponctuels un peu imprévisibles comme les poussières sahariennes. Pour s'informer de la qualité de l'air au quotidien, le plus simple c'est de se connecter sur le site internet d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ou d'utiliser aussi les applications mobiles, notamment la plateforme Air2Go qui permet de connaître la qualité de l'air de l'endroit où on se trouve en temps réel. Voilà, donc après cette petite vidéo d'introduction, on s'excuse un peu des petits problèmes de présentation. Je vais enchaîner avec donc la présentation du jour pour en quelque sorte Les villes concentrent les activités Les axes de communication. vous représenter ce que vous venez d'entendre au travers de la vidéo et de manière un peu plus détaillée. Puis donc ensuite vous pourrez poser plein de questions pour aller un petit peu plus loin dans cette présentation. Donc pour commencer, en fait, l'information que... Romain, je sais, est-ce que le PowerPoint est bien partagé là? Je sens qu'il est plus partagé. Ah, d'accord. Désolé. Le passage avec la vidéo, c'était pas sympa. Merci. Donc en fait, pour démarrer avec une information que vous devez tous connaître, qu'on va ensuite dérouler pour comprendre comment l'information que vous connaissez est construite. Donc l'information principale que vous devez connaître, c'est notre site internet avec tous les jours une carte de qualité de l'air sur l'ensemble de la région. Une carte qui est produite tous les matins, enfin, ou des cartes plutôt, disons, pour analyser la qualité de l'air d'hier et puis se projeter dans la qualité de l'air à venir pour aujourd'hui, demain et après-demain. Et puis une information supplémentaire en cas d'épisode de pollution, vous devez certainement recevoir un mail avec l'activation des vigilances lorsque la qualité de l'air se dégrade. Et sur le site internet, un petit widget en haut du site qui indique qu'une vigilance est activée. Donc ça, c'est l'information qu'on produit tous les jours. Et puis on va donc essayer de voir mieux comment cette information est produite. Comme vous l'avez vu, sur le site internet, finalement, l'information principale quotidienne, c'est la carte. Cette carte-là, c'est vraiment aujourd'hui la base du travail du prévisionniste. Ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, la mesure avait vraiment la plus grande importance. Mais aujourd'hui, toutes les informations réglementaires découlent de cette fameuse carte. Alors, cette carte, elle est construite autour, forcément, de modèles de calcul mathématiques, mais aussi, c'est très important, sur la base d'une expertise humaine, comme les prévisionnistes de la météo, avec une équipe de 9 prévisionnistes de profils très variés, regroupés autour de cette thématique de prévision, et depuis 2 ans, qui est reconnue comme un métier chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la mission principale qui nous est confiée à nous 9 personnes prévisionnistes aujourd'hui. Et donc, on est d'horizons diverses, d'anciens techniciens, des modélisateurs, des chargés d'études ou des inventoristes, pour créer une équipe pluridisciplinaire et le plus active possible par rapport à la qualité de l'air. Et donc, quotidiennement, l'information qu'on publie tous les jours, c'est une information donc, sous cette forme de carte ou une information communale avec le fameux indice Atmo qui est maintenant un indice communal. Et en cas de mauvaise qualité de l'air, un bulletin de vigilance, un peu à l'instar des bulletins de vigilance de Météo France, en essayant d'estimer un risque de dépassement des différents seuils et des polluants qui pourraient dépasser les seuils. Donc, pour remettre un peu de contexte dans notre travail quotidien, c'est une information, parce que finalement, on est souvent interpellé par les citoyens en particulier
sur pourquoi vous avez mis telle couleur, pourquoi vous avez choisi ces zones, pourquoi c'est la mesure, elle n'est pas exactement comme vous avez prévu, etc. Donc, on tenait quand même à rappeler que le travail dans lequel on est tous les jours, c'est un travail qui est encadré par un ensemble de lois et de décrets qui datent pour les plus anciens de 1996, qui a permis de lancer la structuration de la qualité de l'air comme elle est surveillée aujourd'hui en France avec le réseau des ASCA. Et puis ensuite, au fil de l'eau, avec des moments importants, en particulier depuis 2016, un nouveau système de dispositifs préfectoraux harmonisé au niveau national est basé sur les cartographies, avec des règles qu'on verra un petit peu plus tard. Et puis plus récemment, pour ce qui est de l'actualité, la mise en place au début de l'année 2021 d'un nouvel indice ATMO, qui est lui aussi maintenant 100% cartographique, basé sur les mêmes données que celles qui permettent de faire des vigilances, de manière à commencer à harmoniser le plus possible l'information de la qualité de l'air quotidienne. Même si, on le verra, il y a des petites différences encore aujourd'hui entre l'information qui est diffusée sous forme de l'indice ATMO et les dispositifs préfectoraux. Au quotidien, donc nous, dans l'unité prévision et vigilance, on s'intéresse forcément plutôt à l'exposition de court terme. C'est les pics, c'est les seuils des dispositifs préfectoraux, eux, sont basés sur un dépassement ponctuel d'un certain niveau de pollution pour une journée donnée. Alors que effectivement, la qualité de l'air, c'est aussi quelque chose de chronique. L'exposition des gens, elle est faite au quotidien sur toute une vie. Mais par contre, à la base, l'information qui est utilisée pour faire notre prévision quotidienne ou l'analyse de l'exposition chronique des gens, c'est à nouveau le même genre de cartographie, le même genre de modélisation, et ça tient des mêmes outils donc et des mêmes données d'entrée, et ça permet donc d'avoir quelque chose d'harmonisé qui permet d'étudier à la fois l'exposition long terme des populations et puis les effets des expositions ponctuelles à des niveaux de pollution trop importants au regard des seuils sanitaires. Et évidemment, étudier la qualité de l'air au quotidien pour surveiller les pics des gens, les pics de pollution pour limiter l'exposition des populations. C'est aussi fait pour agir, pour avoir des effets immédiats, pour réduire au plus vite les niveaux de pollution, avec des réglementations ou des préconisations qui impactent l'ensemble de la population pour limiter les effets les plus importants et les plus irritants. Mais évidemment aussi pour protéger le plus possible les populations dites sensibles, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes qui auraient des allergies ou des maladies chroniques. Donc ce sont les populations qu'il s'agit de protéger le plus possible et le plus rapidement possible pour limiter leur exposition à des niveaux de pollution trop importants, à tous les polluants qui sont concernés par notre surveillance quotidienne. Ce travail-là de prévision quotidienne s'inscrit dans un flux de travail organisé et préparé à l'avance, qui est tous les jours le même, qui permet d'avoir une équipe disponible et d'avoir un travail le plus efficace possible. Donc c'est ça qu'on va maintenant voir ensemble, comment le travail quotidien du prévisionniste se déroule, quels sont les acteurs qui interagissent dans la journée du prévisionniste et comment on finit par établir une prévision pour la journée du jour et le lendemain. La première étape, ce sera l'analyse du risque, suivie d'une partie expertise et prévision. Ce travail d'expertise, il trouve aussi sa force aujourd'hui dans le fait que beaucoup d'acteurs peuvent être mis en concertation dans une journée de prévision. Le prévisionniste n'est jamais seul face à ces données et donc la décision est souvent commune et harmonisée avec un ensemble d'acteurs chez Atmo Van Rhône-Alpes avant de diffuser l'information, alors ou quotidiennement de manière très simple ou ensuite via des bulletins que vous pouvez recevoir en cas de vigilance de pollution. Et si jamais il y a un épisode de pollution, on verra comment ensuite une partie d'entre vous, sans doute, prennent des décisions pour
pour mettre en place des actions pour essayer de limiter les niveaux de pollution. Donc, le matin, en fait, dès que possible, le prévionniste, lorsqu'il se connecte au système de surveillance, va commencer à prendre un peu le pouls de la qualité de l'air et essayer de voir si la situation du jour pourrait déjà enfin, si la situation de la veille plutôt, pardon, ressemble à celle qu'il avait imaginée et si la situation du jour lui semble critique, auquel cas il aura un travail un peu différent à produire dans la matinée. Donc ces données-là, les premières qui sont disponibles, ben, c'est forcément plutôt le réseau de mesure, les données qui ont été mesurées la veille jusqu'à l'heure de la prévision, par l'ensemble des 80 capteurs, enfin, stations de la région, avec plus ou moins équipés avec différents appareils de mesure. Mais évidemment, il faut, en collaboration avec l'équipe technique, s'assurer que les données mesurées sont de bonne qualité et n'ont pas subi de problèmes au niveau de la mesure. Donc, on étudie ça et il y a aussi tout un jeu d'échange entre la personne qui est vraiment de prévision et d'autres parties de l'équipe qui sont chargées plutôt de surveiller, de valider les données de mesure et de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive au niveau des capteurs et que les mesures faites sont bonnes. Ce qui va permettre du coup aux prévisionnistes, grâce à des différents outils, donc soit l'outil qui permet de se connecter directement aux stations et de voir les niveaux mesurés sur les jours précédents, ou un outil qu'on utilise beaucoup qui permet de comparer les mesures faites avec ce que les modèles avaient prévu, de commencer à appréhender un petit peu de manière spatiale et temporelle l'évolution des concentrations des polluants. Et puis pour certains cas, avec l'été en particulier, pour essayer d'anticiper les seuils, les dépassements en ozone, on s'intéresse beaucoup aussi aux corrélations et anticorrélations entre le NO et le NO2 pour juger de la pollution éventuellement à venir. Donc, pour rappel, donc, on a un réseau de stations fixes, alors 80-90 stations qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce réseau-là qui permettait avant de faire l'indice Atmo ou qui permettait encore avant de déclencher des dispositifs préfectoraux lorsque la cartographie n'était pas aussi performante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cartographie et de modélisation. Malgré tout, derrière, il y a encore, c'est ce qui fait notre force, à mon sens, il y a encore un réseau de mesures performant et robuste qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas que les modèles mathématiques qui font le travail. Donc, le prévisionniste, une fois qu'il a commencé à prendre le pouls de l'état de la qualité de l'air, comme on vient de se le dire, du coup, ensuite, il se met à utiliser les outils qui sont à sa disposition pour faire la prévision. Donc, les fameux modèles de qualité de l'air, sachant que dans le temps, en fait, compte tenu de ce qu'on va pouvoir voir, on arrive à faire tourner des modèles de qualité de l'air une fois par jour et les résultats définitifs arrivent le matin, ils sont disponibles pour nous plutôt vers 9h, 9h30. Et comme on le verra, compte tenu de l'ensemble du système, pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, on a des données modélisées une seule fois par jour, ce qui explique aussi ce cycle d'information quotidienne où l'information est disponible une fois qu'elle est expertisée aux alentours de midi. Donc, le prévisionniste, lui, il va avoir les modèles qui ont été, les données de qualité de l'air qui ont été modélisées par Atmo Van Ronald, mais on ne peut pas faire une prévision sans vraiment arriver à tenir compte de l'ensemble des informations qui sont disponibles. Donc, on se le disait, les polluants mesurés par les stations, mais aussi les modèles de prévision faits par d'autres systèmes. Donc, aujourd'hui, au niveau national, l'INERI, c'est au travers du laboratoire central de la qualité de l'air, le LCSQA, réalise des modélisations quotidiennes de la France entière, donc à une résolution spatiale un peu différente de la nôtre, mais sur les mêmes types de polluants et sur les mêmes bases mathématiques. Donc, c'est intéressant pour nous de confronter les résultats de ces modèles-là avec ce que nos modèles à nous ont pu prévoir sur notre région. Et aussi au niveau encore un petit peu plus large, pour étudier un peu des phénomènes de transport, de pollution, et peut-être anticiper certains types de pollution. On consulte aussi très régulièrement les modèles européens de Copernicus.
La modélisation, on le verra, pour fonctionner, a besoin de météo. Mais bon, on le sait tous, la météo, elle est aussi elle-même perfectible et les sorties de modèles météo sont parfois variées. Donc le prévisionniste, lui, il doit quand même s'assurer que la météo qui a été utilisée dans son modèle de qualité de l'air est bien toujours celle qui pourrait être prévue pour la journée à venir. Et tenir compte peut-être aussi de différents modèles de météo différents pour essayer d'analyser un petit peu mieux les raisons des concentrations qu'il peut observer sur le modèle. Et enfin, comme on a une très grande région et que des fois on se concentre un tout petit peu trop sur la situation qu'on peut observer chez nous, on utilise énormément aussi les réseaux de webcam qui sont disponibles pour un petit peu mieux se projeter dans d'autres lieux que là où on travaille, puisque le prévisionniste, lui, quotidiennement, il y en a un sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on essaye de tenir compte un petit peu des situations météorologiques, du constat qui est fait ailleurs, plutôt que simplement regarder le monde au travers des modèles et des prévisions. Et puis, si jamais aussi, le réseau, la plateforme Odo, qui permet aux citoyens de nous signaler des phénomènes ponctuels, gênants et souvent odorants, nous permet aussi d'analyser des signaux faibles et d'essayer d'anticiper, dans la mesure du possible, une pollution qui serait très ponctuelle et imprévue, ou voire des fois un accident, en tenant compte d'un certain nombre de signalements qui pourraient être faits. Donc, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc voilà l'ensemble des choses qui sont utilisées quotidiennement par les prévisionnistes. Donc on a fait une diapo assez chargée de manière à montrer qu'il y a un nombre de données très important. Avec ce petit thématique, on voit notre vie en carreaux, alors en carreaux ou en mailles, mais en tout cas, l'ensemble des informations qu'on utilise quotidiennement est découpé en carrés d'1 km par 1 km. Et à chaque fois, les données d'entrée qui permettent à la fin d'avoir une concentration sont faites sur ce genre de données. C'est ça le résultat d'un modèle. Alors ces données, quelles sont-elles? C'est la météo. Donc la météo, on utilise le modèle WRF, qui est un modèle américain et qu'on fait tourner nous-mêmes en prenant en compte des calculs à très grande échelle faits par le modèle GFS. Donc c'est un résultat de météorologie qu'on fait tourner 2 fois par jour et qui a ses limites à lui. C'est pour ça que je disais qu'on essaie de tenir compte aussi d'autres sortes de modèles météorologiques. Dans notre modèle mathématique de qualité de l'air, il faut forcément faire rentrer aussi les émissions qui pourraient avoir été faites sur la région. Donc ça, c'est l'utilisation du travail de l'unité en charge de la création des inventaires de pollution. On passera un petit peu plus en détail dessus juste après. Et puis, notre modèle mathématique, lui, il sait aussi tenir compte des mesures qui ont été faites la veille et des premières heures de la journée pour ajuster la prévision brute avec une prévision où la donnée est un petit peu assimilée pour tenir compte de la réalité de la mesure et corriger un petit peu les prévisions du modèle brut. Et puis, depuis peu, suite à un audit du laboratoire central, justement, notre modèle régional tient compte aux limites de la région des données du modèle national de l'INERIT, donc Prévert, de manière à avoir une modélisation la plus possible liée à celle des autres régions et de ne pas avoir un modèle qui tourne que en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, un petit focus sur les inventaires d'émissions. C'est une question qu'on a assez régulièrement, qui sont quand même une donnée qui est importante en entrée du calcul. Et il faut comprendre comment cette donnée d'émission est construite parce que il arrive souvent que des gens nous interpellent en nous disant mais moi je constate bien aujourd'hui il y a des bouchons chez moi, il y a une fumée, j'aperçois une fumée au loin. Donc des phénomènes qui sont très ponctuels et pas vraiment prévus ne peuvent pas vraiment être pris en compte par nos modèles quotidiens parce que nos modèles quotidiens utilisent donc un cadastre des émissions que certains doivent connaître qui permettent ensuite aussi en parallèle d'établir des plans air, énergie, climat ou de faire des prospections à long terme sur de la politique publique, mais qui essayent d'imaginer la quantité de pollution qui va être émise quotidiennement par l'ensemble des activités
anthropiques sur la région ou naturelles dans le cadre des COV, donc de l'ozone. Donc l'ensemble de ces données-là, elles sont soit surfaciques avec la prise en compte de l'ensemble des émissions faites éventuellement par le secteur résidentiel, tertiaire, une partie de l'industrie, l'agriculture. Donc ça sur un ensemble d'une quarantaine de polluants qui peuvent être ensuite, des polluants qui peuvent être pris en compte par le modèle. À cela se rajoutent les sources ponctuelles de type industrie ICPE, qui sont une grosse part du travail de l'inventoriste et qui permettent quand même de tenir compte de spécificités économiques très locales. Et par-dessus, on rajoute tout ce qui est émissions du trafic routier, avec de très gros progrès ces dernières années en tenant compte des modèles trafic que certaines collectivités dont vous devez faire partie proposent et mettent à disposition pour avoir le trafic le plus réaliste possible et avec un découpage journalier le plus fin possible. Ce qui permet ensuite d'avoir au final une cartographie elle-même qu'on remet en carreau, puisque tout doit être injecté en format de maille dans le modèle, et d'avoir des émissions sur l'ensemble du maillage de la région Auvergne-Rhône-Alpes en entrée du modèle. En fait, l'ensemble de ces informations-là, on a tendance à dire que c'est notre chaîne de prévision. Effectivement, chaque petit maillon qui permet d'aboutir à une carte régionale de modélisation quotidienne est imbriqué les uns dans les autres. Donc, pour récapituler, on a une donnée à la fois des émissions, de données de mesures météo, des données de météo grande échelle, des données d'inventaire qui sont injectées dans un modèle régional en tenant compte des données de modèles nationaux qui produisent une première carte qui est dite brute et qui est ensuite dans lequel on injecte les mesures qui ont été faites les jours d'avant pour faire de l'analyse statistique et corriger un petit peu le modèle brut de manière à tenir compte des données mesurées. Alors, pour aujourd'hui, toute la partie prévision, indices communaux et dispositifs préfectoraux se base sur nos cartes régionales 1 km par 1 km. On produit en parallèle aussi, c'est un petit focus, sur 17 territoires aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, des cartographies fine échelle à 10 mètres, qui permet d'avoir de la très haute résolution et ce qui est vraiment beaucoup plus lisible et beaucoup plus proche de la réalité des gens, en particulier lorsqu'on navigue sur la qualité de l'air grâce aux applications mobiles. Mais ces données-là qui sont dites fine échelle ne sont pas utilisées pour la partie dispositifs préfectoraux ou les indices ATMO au quotidien. Donc c'est un petit parallèle, mais on n'abordera pas plus la question aujourd'hui. Donc le prévisionniste, lui, au quotidien, il a donc ses modèles de qualité de l'air, ses cartographies de la région. Et il va falloir ensuite qu'il essaye de comprendre un petit peu mieux si le modèle a pu subir des biais à cause de la météo, si finalement les niveaux calculés par le modèle sont a priori bons ou des fois un peu pessimistes ou des fois un peu trop optimistes. Et c'est là qu'intervient l'expertise du prévisionniste, compte tenu de ses connaissances, du type de journée, et des erreurs éventuellement faites par le modèle, avec en face de lui donc une carte qui va finalement publier, que vous connaissez maintenant, qui est la carte aux couleurs de l'indice ATMO et qui permet de calculer les indices ATMO communaux au sens de l'arrêté de l'année dernière, et puis une information qui est dite plus réglementaire, qui tient compte des seuils des dispositifs préfectoraux. Donc c'est bien la même carte de concentration, mais avec deux représentations différentes, sachant que celle de gauche, c'est l'information quotidienne qu'on publie, et celle de droite, c'est celle qui nous permet de savoir s'il va y avoir ou pas un risque de dépassement de seuil de seuil de dispositifs préfectoraux. La carte de droite, on va ensuite étudier pour chaque zone du dispositif préfectoral qu'on va voir juste après, s'il y a un risque pour le jour J ou pour le lendemain, et donc appliquer les règles qui ont été définies dans les arrêtés préfectoraux pour mettre en place une vigilance ou pas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que
ce qu'on regarde à l'écran, c'est la même information, mais avec deux niveaux de représentation différents. On verra un petit peu justement après quelles sont comment appréhender ces différences au quotidien. Alors, ce qui est aussi une partie importante de notre travail, on le fait une fois par an et ça vient d'être achevé, donc c'est des données qui sont assez fraîches, c'est analyser notre qualité de prévision. On n'en est pas encore à proposer des indices de, comment on dit, de à proposer ce pourcentage de prévision au quotidien, mais on analyse ce qui s'est passé l'année précédente pour mieux effectuer nos prévisions à venir. Donc, on le fait sur l'ensemble des différents territoires du dispositif préfectoral pour savoir si, en particulier, les prévisions ont été bonnes ou pas trop bonnes. Et sur ce critère de est-ce que les dépassements prévus ont pu être constatés ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des dépassements qui ont eu lieu alors qu'on ne les avait pas prévus. Ce qu'il faut se dire, c'est que les dispositifs, les jours de vigilance ne sont pas les jours majoritaires sur une année entière. Donc, sur une année entière, en gros, on réalise 95% de bonnes prévisions. On arrive à ne pas mettre en place de vigilance lorsque la qualité de l'air reste bonne et en fait, c'est déjà une bonne partie du travail. Mais les jours où il y a eu certains jours critiques où il y a de la vigilance, on peut constater que quand même, donc il y a des jours où on avait prévu un dépassement et il a eu lieu. Quelquefois, il y a un dépassement prévu et on n'a pas été assez vigilant, ou en tout cas, on a pensé qu'on n'atteindrait pas les seuils des dispositifs préfectoraux. Et parfois, ce qu'on constate, c'est peut-être dû à l'évolution de la qualité de l'air, on le verra sur la fin, c'est qu'on est des fois trop vigilant, ce qui n'est peut-être pas un mal non plus, puisque quelque part, la vigilance est aussi fait pour prévenir, et on met en place des vigilances, alors que finalement, le lendemain, on constate que les seuils n'ont pas été atteints. Comme on le verra, comme les seuils sont variés, on peut avoir quand même eu de la qualité de l'air dégradée à certains endroits, enfin en tout cas mauvaise au sens des seuils préfectoraux, mais peut-être pas sur au niveau, complètement respecter les critères de vigilance. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que en prévision à J+1, on est à peu près à 50% de bonnes prévisions sur l'ensemble de la région. Et à J0, donc aujourd'hui, on est plutôt sur 80% de bonnes prévisions, ce qui reste somme toute assez correct, sachant que sur des jours de ce type-là, alors que sur l'ensemble du reste de l'année, on dépasse les 95% de journées bien prévues. Et donc, si jamais le prévisionniste, rapidement le matin, pense que la situation est critique et que la qualité de l'air pourrait se dégrader fortement sur certaines zones de la région, il déclenche une cellule interne de concertation avec les différents acteurs qui sont disponibles ce jour-là. Donc, chez Atmo Verne-Ronald, l'unité de prévision et vigilance réalise quotidiennement, comme on le voyait, la validation des données, l'analyse, la prévision. Et puis en parallèle, il y a toujours plusieurs personnes qui sont d'astreinte et qui peuvent être dérangées et mises autour d'une table en cas de problème. Donc la direction, qui a un rôle important d'aide à la décision et de communication, surtout vers les partenaires. Le prévisionniste a toujours avec lui un cadre un cadre d'astreinte qui ne fait pas la prévision au quotidien, mais qui est toujours là et donc qui fait partie de la chaîne de décision lorsqu'un épisode se profile. Et de même que les techniciens, eux, ont aussi un calendrier de disponibilité pour qu'il y ait toujours un technicien présent 24 heures sur 24 sur la région, en particulier les jours d'épisode, les jours d'incidents, et certains week-ends où les stations importantes de notre réseau de mesure viendraient à dysfonctionner. C'est pas évident à représenter, mais l'ensemble des plannings des uns et des autres, donc entre le prévisionniste, le cadre d'astreinte et le directeur d'astreinte, les plannings sont faits de telle sorte que l'information est aussi toujours passe facilement d'une personne à l'autre. Alors dans l'équipe unité de prévision vigilance entre prévisionnistes, chaque jour on fait un point entre nous pour savoir où on en est. Le prévisionniste, il travaille sur 3 semaines
par bloc de 3 jours puis de 4 jours. Et le cadre d'astreinte, lui, il a un rythme un petit peu différent de manière à ce que l'information se passe facilement d'une personne à l'autre. Pour récapituler ensuite l'ensemble de la chaîne, c'est un diagramme que vous avez certainement déjà vu, mais ça permet de revoir un petit peu tous les acteurs avant d'aller un tout petit peu plus loin sur les seuils préfectoraux. Donc le prévisionniste, le matin, valide ces données, il les expertise, il diffuse l'information, et ensuite, ce qu'on verra, c'est que c'est la vigilance qui est émise par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, lorsqu'il y en a une, est prise en compte par la préfecture qui, elle, met en place des actions qui ont un impact sur la population. Et c'est l'explication de cette journée avec les heures qui sont à la fois imposées par les temps de calcul et à la fois imposées par l'ensemble de la chaîne d'information, puis la capacité des gens du terrain à mettre en place les préconisations de la préfecture, font qu'il y a un rythme aujourd'hui d'un épisode de pollution qui va de midi à midi de la journée du lendemain et qui permet de s'assurer que des actions peuvent être mises en place et suffisamment compréhensibles par la population pour que ça ait éventuellement un impact sur la qualité de l'air. Pour rappel, aujourd'hui, la région est découpée en bassins. Alors, sur l'ancienne région Rhône-Alpes, c'est des bassins d'air qui avaient un sens de cohérence territoriale et de cohérence de la qualité de l'air. Et sur la région Auvergne, c'est les départements qui font foi. Donc, c'est sur ces bassins-là qu'on active des vigilances et qu'on fait les calculs qui permettent de savoir si la qualité de l'air se dégrade trop fortement sur un territoire. Alors, les calculs, c'est comment se sont-ils définis? On a 2 critères principaux. Le principal, celui qui est le plus souvent atteint en tout cas, ou en tout cas qui est prépondérant, c'est la surface touchée par un niveau de qualité de l'air, une concentration trop importante selon le polluant. Donc, pour l'ensemble des territoires, il faut qu'il y ait au moins 25 km², donc 25 mailles de nos carreaux de tout à l'heure qui atteignent ce seuil. Et éventuellement, selon les territoires, des fois, c'est la population. Et la règle préfectorale dit qu'il faut que 10% de la population ou 50 000 habitants soient touchés pour qu'une vigilance soit mise en place. Ensuite, donc, ces vigilances, elles concernent 4 polluants. Donc, au quotidien, on en modélise 5 avec les PM2,5 dans le nouvel indice Atmo, mais seulement 4 aujourd'hui sont pris en compte par les dispositifs préfectoraux. Donc, les PM10, l'ozone, le NO2, le SO2. Donc, ces 2 derniers, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de dispositifs préfectoraux liés à ces polluants-là. Les 2 principaux, c'est bien les particules fines et l'ozone, avec donc des seuils d'information et d'alerte. Donc, au quotidien, le prisonnier, lui, il a ses seuils bien en tête. Et le fameux, donc 50 microgrammes mètre cube en moyenne sur la journée en PM10 ou un maximum de 180 en ozone. Donc, c'est bien, il faut qu'il y ait, disons, par rapport à la diapo d'avant, 25 km² qui atteignent les 50 microgrammes mètre cube en moyenne sur la journée pour les PM10 ou 25 km² qui dépassent le 180 en ozone pour qu'on ait une vigilance à établir. Pour autant, comme c'est de la vigilance, eh bien, peut-être c'est aussi intéressant de temps en temps de faire de l'action assez rapidement. C'est pour ça peut-être que sur certains territoires un peu sensibles, un peu fragiles, on a pu constater tout à l'heure qu'il y avait quelques journées où des vigilances avaient été émises alors que finalement, les critères n'avaient pas été atteints. Alors, c'est soit il y a eu un tout petit peu moins de mailles finalement, soit on était à 48 et pas à 50. Mais disons, quelque part, c'est tout l'intérêt aussi de prévenir d'une mauvaise qualité de l'air et quelquefois d'être un peu trop vigilant. Et puis, donc ça, c'est quelque chose que vous devez un peu plus connaître. Il y a 2 niveaux de vigilance en fonction du nombre de journées potentiellement impactées ou des niveaux constatés. Donc, si effectivement on atteint 80 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 25 km² en PM10, on est dans une situation d'alerte niveau 2, c'est une alerte, ou 240 en ozone, même si ce sont des valeurs qui, heureusement, on atteint un petit peu moins fréquemment. Ce qui est souvent le cas aujourd'hui, c'est plutôt plusieurs journées d'affilée à 50 ou à 180. On voulait mettre en perspective ces seuils préfectoraux avec les nouveaux indices Atmo
puisqu'aujourd'hui, comme on l'a déjà vu, tout est 100% cartographique. Donc, ce sont les mêmes cartographies qui servent à la fois aux vigilances avec leurs échelles et à la fois à l'information quotidienne sous forme cartographique et en indices atmos communaux, avec malheureusement aujourd'hui encore un petit peu de différence, en particulier la présence d'un polluant supplémentaire pour les indices atmos avec les PM2,5, et des seuils qui sont parfois bien corrélés, parfois pas trop. Donc on peut avoir une qualité de l'air mauvaise dès qu'on atteint sur une commune 130 microgrammes par mètre cube en max journalier en ozone, sans pour autant qu'il y ait de vigilance. D'une part parce que peut-être il n'y aura pas la quantité de surface suffisante ou la population impactée en dessous des 10%, ou d'autre part parce que la qualité de l'air est mauvaise sur une commune, mais voilà, touche pas une zone suffisamment grande. Ou à l'inverse, très ponctuellement, 180. Et on a aussi cette situation où on pourrait atteindre 180 microgrammes par mètre cube sur une zone sans forcément que le qualificatif de qualité de l'air de la commune se dégrade lui-même, puisqu'on resterait en qualité de l'air mauvaise en ozone. C'est quelque chose qui est... Bon, heureusement, c'est pas trop produit cette année, puisque c'est la mise en place, elle est assez récente, et on craignait énormément ces problèmes de compréhension du grand public entre les indices atmos et les vigilances. Mais c'est quelque chose qui est donc en train d'être travaillé au niveau national pour déjà intégrer les PM2,5 dans la prévision, dans les dispositifs préfectoraux, et peut-être recaler les seuils des dispositifs préfectoraux avec les seuils des indices atmos. Après, par les qualités de l'air au quotidien et décider que sur certains critères, la qualité de l'air est mauvaise, et puis au bout d'un certain temps, on met une vigilance de pollution, c'est quelque chose qui reste quand même suffisamment compréhensible pour la population. Voilà, c'était pour illustrer cette petite décalage d'échelle qu'on peut avoir, ce qui fait que tout à l'heure, on voyait que sur une même journée, une carte pouvait sembler plus rouge ou avec une qualité de l'air a priori plus mauvaise qu'une autre, alors qu'en fait, c'est la même qualité de l'air qui est derrière. Avec un indice Atmo aussi qui a voulu être beaucoup plus simplifié avec seulement 6 classes. Et en particulier, on travaille beaucoup sur 3, moyen, dégradé, mauvais. La qualité de l'air est heureusement rarement très mauvaise, malheureusement plus vraiment bonne au sens de l'indice Atmo. Mais ça simplifie bien l'information, ça permet d'avoir une information harmonisée sur l'ensemble de la France, puisque toutes les associations sont aujourd'hui capables de faire le même indice communal cartographique pour toute leur région, donc c'est plutôt positif dans ce sens-là, mais il faut encore gérer un petit peu les aléas de communication entre ça et les dispositifs préfectoraux. Le prévisionniste, lui, au quotidien, une fois qu'il y a un épisode en cours ou avant que l'épisode arrive, mais il essaie de comprendre les sources et les pourquoi du comment. Donc, forcément, on en revient un petit peu à nos inventaires d'émissions de tout à l'heure, et c'est aussi très important de comprendre que les sources de pollution peuvent être variées, avec des secteurs d'activité différents, et selon les types de polluants, des sources qui sont elles-mêmes différentes, avec des pollutions qui sont ici primaires. Donc, on ne voit pas apparaître l'ozone, qui est lui un polluant secondaire, qui est formé à partir d'autres. C'est aussi le cas des particules, des PM2,5 et des PM10, qui peuvent être des particules secondaires. Donc, on ne peut pas forcément mesurer ce qui est émis, ou en tout cas, ce qui est émis ne donne pas forcément ce qu'on mesure et ne donne pas forcément lieu à des vigilances, mais bon, ça permet quand même d'avoir en tête les origines des pollutions qu'on constate en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut aussi avoir en tête que plus de la moitié, ou en tout cas la moitié de la pollution qui est mesurée en Auvergne-Rhône-Alpes ne provient pas d'Auvergne-Rhône-Alpes non plus. Donc, il faut arriver à jouer sur la compréhension de tous ces phénomènes pour pouvoir expliquer au quotidien ce que les gens vont pouvoir constater, mesurer et respirer. Et puis, le prévisionniste, il a aussi en tête une année type. Ça, vous l'aurez tous constaté aussi. En hiver, on parle forcément beaucoup plus des particules fines, puisque donc les inventaires d'émissions, comme on voyait là, disent que c'est plutôt le résidentiel et le chauffage au bois individuel non performant qui est émetteur principal de particules fines en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis l'été, donc avec les phénomènes météorologiques, la chaleur et l'ensoleillement qui sont facteurs de fabrication de l'ozone compte tenu des polluants qui sont sur le territoire. Donc on a une année qui est à peu près type, avec un hiver avec des situations anticycloniques qu'on craint beaucoup,
qui permettent aux polluants de s'accumuler, en particulier dans les vallées alpines, et donc de finir par faire un tout petit peu chauffer la cocotte minute et de déclencher des vigilances sur des territoires sensibles. Au printemps, eh bien, généralement, on craint beaucoup plus les épisodes mixtes, en tout cas avec la création de particules secondaires, avec les premiers épandages agricoles. Et puis, comme cette année, et peut-être comme ça pourrait l'être plus fréquemment dans les années à venir, des pics de particules dus à une chute brutale des températures, typiquement au début du mois d'avril, qui fait que les agriculteurs craignent pour leur culture et font ensuite brûler ce qu'ils peuvent pour réchauffer l'atmosphère ou pour faire de la poussière dans l'air, et malheureusement qui peuvent être générateurs de pollution. L'été, donc forcément, même si cette année l'été est un petit peu plus favorable à la qualité de l'air, disons, mais la chaleur et le soleil sont eux source de fabrication de l'ozone, donc permettent de déclencher les réactions chimiques qui produisent de l'ozone. Et puis en automne, généralement, heureusement, on est un petit peu plus tranquille, même si ça est arrivé que après des périodes très sèches et un anticyclone marqué sur des grosses villes comme Lyon, on a des pics de pollution soudains et assez importants avec des reprises d'activité, etc. Et puis la nouveauté, enfin en tout cas quelque chose qui est cette année très très présent dans nos prévisions et qui est malheureusement beaucoup plus dur à prévoir parce que mal pris en compte par nos propres modèles, et on apprend à utiliser encore plus les modèles de prévision de qualité de l'air et souvent spécialisés d'autres agences européennes, espagnoles ou grecques, mais c'est les subsahariens, donc qui sont des phénomènes a priori habituels, qui avaient lieu peut-être 1 ou 2 fois par an. Et là, on en est déjà au 4e épisode de Dust cette année, avec de très forts niveaux et sur un territoire très très vaste sur l'ensemble de la région. Donc ces particules sahariennes, c'est du sable, alors aussi mêlé à d'autres polluants, qui sont aussi durs donc à anticiper, mais aussi à imaginer où elles vont pouvoir être mesurées, parce qu'elles sont beaucoup plus impactées par les vents, parce qu'elles sont emportées par des vents du sud généralement, et que on a du mal aussi à anticiper l'endroit où on va pouvoir les mesurer. Et donc ça, c'est le phénomène de l'année, et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup pour mieux anticiper et mieux arriver à prévenir ces genres d'épisodes. Romain, si on veut un peu répondre aux questions des gens, oui. Je pense qu'il faut... Ouais. C'est très intéressant ce que tu racontes. Mais voilà. Plus brièvement. Merci Sophie. Donc au final, notre information qu'on vient de voir qui est riche et un peu longue à créer, il faut qu'elle soit diffusée, c'est comme ça l'essentiel. Donc au quotidien, on a beaucoup de moyens aujourd'hui de diffusion de la qualité de l'air. Le principal, c'est notre site internet, auquel est connecté un email, auquel on a rajouté une application qui permet quand même aux gens de mieux appréhender la qualité de l'air au quotidien et qui va encore évoluer dans l'année. Les réseaux sociaux de plus en plus présents, avec beaucoup d'interactions avec des gens, des citoyens qu'on n'avait pas forcément assez facilement. Et puis aussi dans l'espace public, grâce à l'évolution des technologies et à la prise en compte de nos nouveaux flux par les services, vos services en particulier, j'imagine, la diffusion de l'information de qualité de l'air plus proche des gens sur des panneaux publics visibles de tous, et donc au-delà de nos compétences à nous, ce qui est une très bonne chose, ou sur les sites internet des uns et des autres, sous toutes les formes de cartes, d'échelles, d'indices, de tweets, etc. Et ce qui est plutôt très favorable puisqu'on touche encore plus de gens. L'important pour nous, c'est bien de toucher l'ensemble des populations sur ce sujet de la qualité de l'air au quotidien. Et un petit focus pour bien recaler les choses sur qui fait quoi aujourd'hui. C'est quelque chose que la population nous pose souvent. On nous dit souvent, c'est vous qui nous faites les limitations de vitesse sur la rocade. Donc en fait, non. C'est bien comme pour la météo, mais c'est peut-être quelque chose que vous devez savoir, vous plus particulièrement. Nous ne faisons que diffuser un bulletin de vigilance compte tenu de ce qu'on vient de voir et des seuils préfectoraux, donc de données très cadrées par des discussions au niveau national puis au niveau local sur l'ensemble des préfectures de la région. Et les actions sont mises en place par les préfets, aussi en tenant compte de ce qui a été défini à l'avance en fonction des différents niveaux de vigilance. Mais il peut arriver qu'un préfet décide ou pas d'une action compte tenu de l'information qu'on lui met à disposition. La même information qui est mise à disposition du public, et donc avec un certain niveau de vigilance
pour les jours à venir. Et ces actions-là concernent tout le monde, l'industrie, l'agriculture, les transports, mais peuvent avoir aussi un impact au quotidien sur des plans qui sont faits à plus ou moins long terme, d'amélioration des systèmes de chauffage, de meilleure gestion des chantiers avec de l'arrosage, avec l'amélioration aussi du parc automobile et la limitation des vitesses. Ce sont des actions qui, des fois ponctuelles, mais des fois sur le long terme, qui permettent d'améliorer la qualité de l'air au global et au quotidien. Et puis en guise de conclusion, ce qu'on remarque quand même, c'est que la qualité de l'air s'améliore, le nombre d'épisodes diminue. On s'explique peut-être aussi que des fois on est un peu vigilant, c'est que quelque part il y a quelque chose qui fait que, en particulier sur l'année qu'on vient de passer, la prise en compte des différents confinements ou une météorologie assez évolutive avec des phénomènes météo qui évoluent eux-mêmes, qui sont plus forcément les mêmes partout qu'historiquement, mais donc une amélioration globale de la qualité de l'air ou au travers du nombre de jours d'épisodes sur l'ensemble de la région ou au niveau des mesures et des concentrations moyennes annuelles mesurées, une baisse globale de l'ensemble des polluants sur l'ensemble des polluants impactés par les dispositifs préfectoraux. Voilà, donc si grâce à ça, on espère pouvoir peut-être recruter de nouveaux prévisionnistes parmi vous, ou en tout cas que l'information qu'on diffuse soit mieux comprise et mieux rediffusée ensuite vers les citoyens. Et bien, on vous propose maintenant, alors je m'excuse pour le retard, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, de répondre à vos questions au travers du chat. Alors oui, justement, il y a donc la première question qui a été posée, c'était par rapport à la modélisation, pour avoir des précisions sur est-ce que la modélisation prenait en compte les phénomènes d'inversion de température en vallée alpine? Oui, donc oui, c'est quelque chose qui est appréhendé par le modèle. Alors, les modèles météo, si on les voulait très très fins, les temps de calcul seraient trop importants, donc ils ont une échelle de résolution qui est correcte, mais qui pourrait être mieux, mais qui tiennent compte de ces phénomènes-là. C'est aussi l'expertise du prévisionniste le jour J qui va permettre de voir si l'inversion qui a pu être modélisée ou qui est peut-être constatée le matin, parce que sur certaines vallées alpines critiques, on a des réseaux de mesure de température qui permettent d'appréhender cette couche d'inversion. On la craint vraiment énormément sur Grenoble et vraiment énormément sur la vallée de Tarbes. La prévision peut être ajustée par le prévisionniste selon s'il estime que cette inversion va être forte, durable, ou si elle va rapidement évoluer et on va dire se casser, comme on dit. Et c'est souvent fait en concertation avec Météo France. Donc on a un très bon contact avec Météo France à Bron, qu'on est autorisé à déranger chaque jour, et en particulier les jours d'épisode, et beaucoup les jours jours d'anticyclone en hiver, pour échanger avec eux sur la possibilité ou pas d'avoir des inversions marquées et qui pourraient être cassées par la journée. Et une autre précision aussi sur la modélisation, est-ce que ça prend en compte par exemple l'augmentation de population par exemple, dans les stations de ski pendant les périodes hivernales, du coup la conséquence sur la circulation ou sur le chauffage même? Alors, le découpage, donc les émissions, l'inventaire d'émissions, donc là ça concerne plus la quantité de pollution qui est injectée dans le modèle, enfin celle qui est fabriquée sur le territoire et injectée dans le modèle. Donc ces inventaires-là, alors sur le résidentiel tertiaire, tiennent compte de la réalité des logements du territoire. Donc on utilise la base logement de l'INSEE. Donc on sait le nombre de logements qui se chauffent au bois, qui se chauffent pas au bois, qui sont des résidences secondaires qui ne le sont pas. Et chaque jour, la quantité d'émissions qui est injectée dans le modèle tient compte du type de journée, de la saison et de ce contexte communal de logement. Pour ce qui est du trafic, donc selon les endroits, mais je crois que le modèle autoroutier de la région est complètement modélisé. Donc on a une donnée, un découpage horaire qui est très fin sur la quantité de trafic qui est utilisée chaque jour dans l'inventaire d'émissions. Oui, tout à fait. Et donc ça tient compte de ces phénomènes
selon les types de journées et les moments de vacances, ça tient compte de ces phénomènes de chassé-croisé. Oui, tout à fait. Une autre question sur le chauffage au bois. Donc, des taux élevés de particules fines ont été relevés dans des régions peu habitées comme le Vercors et mis en rapport avec le chauffage au bois peu performant. Est-ce qu'il peut s'agir de tâches très localisées et peu impactantes? Ben, très localisé, c'est-à-dire par rapport au Vercors, ben, dans chaque village du plateau du Vercors. Donc, effectivement, ça reste souvent circonscrit au village ou autour du village. Cette pollution-là, malgré tout, elle est émise dans l'atmosphère de la région, donc elle va forcément ensuite se diffuser partout, dans des concentrations moindres, mais ça continue à rajouter des particules dans l'atmosphère, ce qui est pas bon globalement. Mais par contre, ensuite, dans les villages en question, où il y aurait un pourcentage de chauffage de bois peu performant important, forcément, les populations du village, là où il y a donc des habitants, elles sont exposées en hiver à des quantités, des concentrations en particules fines importantes. Et c'est bien ces endroits-là qui nous intéressent le plus. Et donc, oui, donc effectivement, voilà, c'est quelque part, c'est à la fois c'est ponctuel, mais c'est là où il y a des habitations, donc c'est là où c'est important de mieux estimer le risque pour la population. Et du coup, il y a une question par rapport justement à la caractérisation des particules fines. Est-ce que on peut les distinguer, le chauffage au bois, à d'autres sources? Alors, on sait faire. Il y a des appareils, on a plusieurs types d'appareils pour mesurer les particules fines. Ceux qui sont le plus mis dans les stations pour des problèmes de coût mesurent les particules toutes les particules d'un coup. Par contre, on a judicieusement placé des différents types d'appareils qui permettent à un peu moins d'endroits, mais dans des endroits stratégiques, de connaître la caractérisation. Déjà, un premier type d'appareil pour faire la différence entre ce qui est vraiment du chauffage au bois ou du trafic routier. On a un réseau d'appareils comme ça, on doit en avoir 5 ou 6 sur la région qui permettent déjà de faire cette discrimination-là, avec aussi une partie des particules fines qui seraient hautes, mais avec un peu moins de précision. Et sur Lyon et Grenoble, et on espère sur un troisième point cette année, on a un appareil qui nous permet, lui, de découper encore mieux les particules et d'en connaître leur composition chimique plus fine en temps réel. Mais c'est des appareils qui sont vraiment durs à maintenir pour que la mesure soit juste et nettement plus chère. Et donc, on n'en a pas partout, mais ça permet quand même d'appréhender globalement le mix de particules et leur origine, oui, de manière assez précise sur la région et ensuite là où c'est le plus critique. Il y a une autre question par rapport à la communication qu'on fait avec la préfecture. Donc, on envoie un communiqué journalier donc, à la préfecture et la personne demande si du coup la préfecture consulte aussi la Météo France ou pour prendre sa décision, elle se fie seulement au communiqué que nous, on lui fait. J'avoue, je ne sais pas vraiment ce que la personne en préfecture fait. Je pense qu'ensuite, en préfecture, pour aller vite, il faut peut-être pas trop se poser de questions, j'imagine, et prendre en compte les arrêtés tels qu'ils ont été définis à l'avance. Nous, on parle beaucoup de météo dans nos bulletins au quotidien ou dans les bulletins de vigilance pour expliquer la situation, le constat et les jours à venir, le plus possible. Même parfois, en tant que prévisionniste, lorsque la qualité de l'air est pas trop mauvaise, j'ai l'impression de faire beaucoup de météo et pas beaucoup de qualité de l'air parce qu'au final, on essaie d'expliquer, même des fois quand la qualité de l'air est bonne, qu'elle est bonne grâce à la météo. Parce que quelque part, la météo est vraiment, enfin, a vraiment une importance très importante dans ce qu'on va finalement mesurer. C'est pour ça qu'il y a tout un travail qui est fait aussi sur l'évaluation de la pollution fabriquée par les Rhône-Alpins et les plans à long terme, parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est la météo influe beaucoup sur ce qui est finalement mesuré, en bien ou en mal. Euh, et donc ça, on essaye d'expliquer, nous, dans notre bulletin, ou quotidien, ou les bulletins de vigilance en particulier, qui sont découpés par zone. Et donc, sur chaque bassin où il y aurait une vigilance, on explique pour chacun des bassins la raison de la vigilance et l'évolution à venir.
Il y a quelqu'un qui est posé une Juste, question. vous Ouais. m'entendez, ouais, juste un micro-complément si vous permettez, juste pour signaler quand même qu'on a un partenariat avec Météo France et dès lors qu'on a des situations de vigilance ou de risque, de toute façon, nous, on prend la main auprès de Météo France qui fait un bulletin spécifique à notre attention, et ce qui est connu de la préfecture et qui quelque part peut les rassurer par rapport à ça aussi. Parce que vous avez peut-être vu dans ce que présentait Romain, ça vous a peut-être surpris, même si vous n'avez pas posé la question pour le moment, mais on n'utilise pas les données de Météo France en entrée de nos modèles. Non pas parce qu'on n'a pas envie, mais c'est parce que les modèles aujourd'hui ne savent pas vraiment les assimiler sous les formats en fait, tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc ça, c'est une perspective d'évolution aussi. Mais dans tous les cas, on prend bien en compte les avis de Météo France, nous, en tout cas pour nos propres prévis. Et par rapport justement aussi pour compléter, il y a une autre question sur la communication. Quelqu'un qui nous demande si on ne peut pas mettre plus en avant les actions mises en place par la préfecture. Alors c'est vrai qu'on essaye d'être, des fois on n'a pas forcément l'information tout de suite non plus avec la préfecture, qui en effet comme la personne le commande, des fois c'est un peu plus long à publier l'info sur son propre site. Mais nous on essaye, en tout cas sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, on essaye assez rapidement de mettre en ligne l'information. Mais c'est vrai que des fois on n'a pas le retour tout de suite et du coup on met aussi un peu de temps. On ne veut pas diffuser avant la préfecture des infos qu'ils n'ont pas eux-mêmes diffusées. Donc des fois ça nous met un peu en porte-à-faux. On doit attendre vraiment la décision qu'elle soit prise. Donc voilà. En complément, pardon Sophie, c'est un point très important et qui remonte régulièrement. C'est en fait pour toute la population où retrouver et à quel endroit retrouver, quelles actions s'appliquent à quel endroit et à quel moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit très certainement travailler tous ensemble pour pouvoir centraliser cette information en cas d'épisode de pollution ou tout au long de l'année d'ailleurs aussi. Quelles actions, quelles mesures s'appliquent sur quel territoire et pour qui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose certainement qu'il faut faire progresser tous ensemble. Il reste encore 2-3 questions et puis peut-être on s'arrêtera là parce qu'on avait dit que ça durait 1 heure. Mais donc une autre question sur le suivi des seuils Atmo à l'échelle d'une commune. Et on a une personne qui demande quelle est la zone d'émission minimum suivie en kilomètres carrés, à moins que ce soit la commune. Il y a plusieurs mots enfin, qui sont même peut-être un peu mélangés. Alors, si on parle émissions, donc c'est le travail des inventoristes. Le travail est réalisé à l'échelle de la commune parce qu'il faut qu'on puisse faire ce travail de manière identique sur l'ensemble des communes et aussi pouvoir remonter dans le temps ou se projeter dans le futur. Donc là, l'échelle communale, c'est l'échelle à laquelle on arrive à reconstituer l'ensemble des informations nécessaires pour fabriquer un inventaire d'émissions, même si ensuite, grâce à des données cartographiques variées, on peut découper les émissions de la commune sur des mailles. Ça, on en a besoin pour faire rentrer dans les modèles. Ça, c'est une première chose, c'est les émissions. Par contre, ce n'est pas du tout l'information Atmo. L'information de l'indice Atmo, lui, est communal, parce que c'est comme ça que c'est défini au niveau national dans l'arrêté de juillet 2020, de l'année dernière. Donc, c'est une information qui se veut communale, mais qui est calculée sur la base de nos cartographies, dites méso-échelle, donc à 1 km, celle dont on vient de parler, et qui permettent, s'il le faut, de déclencher des vigilances. La règle, c'est que c'est la maille maximum de la commune qui donne l'indice Atmo de la commune. Par contre, ce n'est pas une carte d'indice Atmo, puisque l'indice Atmo, lui, il est à la résolution communale, mais ça, c'est voulu par l'arrêté. Pour autant, c'est bien les cartes à l'échelle kilométrique qui permettent de l'estimer. Et c'est la maille max qui est retenue. Est-ce que ça répond à la question? J'espère. La personne le dira. Autrement, une autre question qui peut être intéressante aussi sur la santé. Y a-t-il en France une analyse, ou en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, une analyse de corrélation entre nos prévisions et la constatation des niveaux de pollution et les incidences sur la santé? Moi, à titre personnel, c'est peut-être pas là où je vais être le meilleur, mais il y a des études santé qui ont été faites au niveau national par des labos de recherche, en particulier le laboratoire du docteur Slama à Grenoble, qui a fait des estimations de nombre de décès liés à la pollution. C'est une donnée dont on entend assez souvent parler ces dernières années. Donc, le lien direct entre pollution et santé et mortalité. C'est pas lié aux prévisions, c'est plutôt lié à la mesure réelle et au constat qui est fait sur la base des mesures et de nos moyennes annuelles qui sont elles réglementaires et aussi c'est la partie plutôt c'est plus la partie action quotidienne, c'est la partie évaluation annuelle parce que là il y a un travail qui est fait mais par une autre unité de la Auvergne-Rhône-Alpes sur la qualité de l'air, l'évolution globale de la qualité de l'air et c'est ce genre de données là qui sont prises en compte, la réalité en fait plus que la prévision.
pour faire des estimations en lien avec la santé et malheureusement la mortalité qui s'ensuit. Ok. Alors, une dernière question, apparemment, il n'y en a pas d'autres qui viennent, mais prenez-vous en compte donc, les émissions de particules ultra-fines, le carbone suie et le carbone organique dont l'origine se trouve aussi dans l'usure des freins, des pneumatiques et de la chaussée? Aujourd'hui, l'inventaire d'émissions ne permet pas de faire des inventaires de particules ultra fines, parce que pour faire des inventaires, il y a quand même tout un jeu de facteurs d'émissions, de capacité à estimer ces émissions, de les mesurer. Quand c'est de l'industrie, il y a de la mesure en temps réel, il y a aussi tout un jeu de capacité des capteurs. Par contre, nous, en mesure pure, nos analyseurs sont capables de mesurer les particules ultra fines, donc en dessous des PM2,5, les PM1 ou plus petites encore. Donc on fait des études sur ça, on est capable d'analyser souvent aussi leurs sources en lien avec des laboratoires de recherche qui font beaucoup de travail sur ces questions-là, à Grenoble ou à Chambéry. Mais par contre, derrière, comme on le voyait, pour l'information quotidienne ou les vigilances, ces particules-là ne déclenchent rien de particulier aujourd'hui. On commence à prendre en compte les PM2,5, ce qui est quand même déjà très fin, dans l'indice atome communal. On l'espère rapidement dans les dispositifs préfectoraux. Pour autant, après, la question de la mesure des particules ultra fines, elle est aussi prise en compte par Atmo et au travers du réseau de mesure, plus que par les émissions et les modélisations de ces particules. Très bien. Et juste pour compléter la question précédente, en effet, il y a Santé publique qui a publié en 2021 un dernier rapport entre la corrélation santé et du coup et qualité de l'air. Donc, si vous voulez aller sur ce site, vous pourrez avoir plus d'informations. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question ou on s'en arrête là? Peut-être passer la prochaine slide, Romain, du coup? Oui. Bien. Juste pour vous informer du coup que le prochain webinaire que va faire Atmo, qui aura lieu en novembre, on n'a pas encore la date bien précise, mais portera donc sur la Captothèque. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un service qu'on met à disposition, donc qu'on est en train de développer au niveau de l'échelle régionale sur la mesure citoyenne de la qualité de l'air. Donc ils vous expliqueront un peu tout le processus et où ils en sont dans ce projet. Donc n'hésitez pas à regarder nos informations. On vous enverra aussi une invitation. Et du coup, on vous propose de répondre à un sondage par rapport à nos webinaires pour toujours dans une politique d'amélioration continue. Donc, je vais vous proposer le sondage. Là, vous pouvez le temps de prendre quelques minutes pour y répondre. Et en tout cas, on vous remercie. Moi, je laisserai le mot de la fin à Romain, peut-être. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Juste pour vous redire, donc, en effet, on enverra la présentation qui a été faite là et le fait qu'il soit enregistré aussi, on vous enverra la vidéo. Je laisse quoi, 2 minutes Oui. J'en profite pour dire aussi que le bilan sur les performances de prévision, c'est quelque chose qui est public, même si ce n'est pas forcément facile à décrypter, et donc il sera mis en ligne dans les prochaines semaines sur notre site. Je me glisse encore dans le blanc. Je ne sais pas si Anne-Cécile est toujours là pour compléter la réponse de Géraldine tout à l'heure concernant la mise à disposition des informations sur les actions mises en œuvre par les préfectures. Nous, on réfléchit effectivement à la possibilité de récupérer des informations qui sont remontées au niveau national, aujourd'hui sur le site du laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, puisque les DREAL doivent saisir ces informations et les faire remonter. Et donc, on cherche à les récupérer pour les rendre accessibles sur notre application Air2Go, si je ne dis pas de bêtises.
Anne-Cécile, du coup, dit qu'elle ne peut pas répondre, elle a un problème de micro, justement, ce matin. On vous remercie. Je vais mettre fin au sondage maintenant. Je pense que tout le monde, ceux qui ont pu ou voulu répondre, ont pu le faire. Merci pour votre participation. Et donc, on vous envoie tout ça très bientôt. Merci Romain aussi pour ta présentation. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.